RCF. Fiche signalétique, patronyme d'adoption Aérosol, prénom Jeff. Profession, non. Occupation, non. Passion, la peinture au pochoir à la bombe aérosol, d'où le patronyme. Né en 57, donc déjà 62 ans, à Nantes, vivant à Lille depuis 84, marié, 2 enfants et heureux de vivre. Jean-François Perrois, alias Jeff Aérosol. Vous me regardez bizarrement, hein, c'est pas vous Jean-François. Tout le monde vous appelle Jeff. Tout le monde m'appelle Jeff depuis l'école, parce que Jean-François, c'est JF, c'est Jeff. Je pense que beaucoup de Jean-François sont appelés Jeff par leurs amis, ouais. Bienvenue dans le Tour de la question sur RCF Nord-de-France. Le Tour de la question, c'est des questions piochées au hasard, une pause musicale choisie par nos invités, un objet, une photo qu'ils apportent et décrivent à l'antenne. Tiens, une paire de boots, tout là-haut, une casquette, sourire et lunettes noires. Pas de doute, c'est Jeff Aérosol. Remettez vos lunettes. Voilà comment commence votre biographie et c'est bien vu, je confirme. Vous avez été prof d'anglais dans une première vie, Jeff Aérosol, sans doute en raison de votre fascination pour la culture anglo-saxonne, mais aussi musicien, et toujours musicien, membre des groupes Windcatchers, Open Road et Distant Shores, où vous avez laissé s'exprimer votre passion pour le folk traditionnel irlandais et le rock and blues. Dès les années 80, votre seconde vie démarre avec l'émergence du phénomène punk et du photographisme. Vous êtes un rebelle dans l'âme, Jeff Aérosol, et on n'arrivera pas à vous faire rentrer dans une case. Vous êtes considéré comme le pionnier historique du street art, issu de la première génération d'artistes urbains. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit ça ? Bon, en fait, non. Les pionniers du street art, ce sont les hommes préhistoriques. Puisqu'ils ont commencé à souffler des pigments naturels sur les parois des cavernes. Donc le pochoir, c'est une technique vieille comme le monde. Donc je ne pense pas être pionnier de quoi que ce soit. Après, il y a des étiquettes ou des tiroirs qui sont évidemment facile c'est normal, hein, pour les médias, etc. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que au début des années 80, j'ai commencé à faire du pochoir, mais je suis pas le seul. À peu près un an avant moi, Blake Laura l'a fait à Paris. Mais vous le saviez pas. Mais moi, je le savais pas, non. Et puis, on est un certain nombre à avoir fait ça, et il se trouve que c'était avant que ne déferle en France la vague ce qu'on a appelé ensuite le graphe, le tag, le hip-hop, etc. Ça existait déjà un peu à New York, mais c'était pas du tout arrivé chez nous encore, ou si peu, et dans la capitale peut-être, mais certainement pas en province où j'habitais. Et donc du coup, dans les années 90, où vraiment cette déferlante s'est affirmée chez nous, avec le rap, le graphe, le tag, etc. Ce que nous faisions, nous, au début des années 80, est tombé peut-être pas dans l'oubli, mais disons qu'on a été un peu submergé par tout ça. Et on est revenu sur le devant de la scène plus tard, grâce, il faut quand même leur rendre hommage à tous les deux au passage, grâce à des gens comme Banksy ou Shepard Fairey, alias Obey, qui appartenant à la génération Internet, ont pu faire un marketing incroyable sur le web, alors que nous, évidemment, on n'avait pas, tout ça n'existait pas quand on a commencé. Et donc, d'un seul coup, les gens ont réalisé que Banksy n'était pas le premier, parce que lui-même a cité Blake, par exemple, et d'un seul coup, on nous a dit, c'était vous, au début des années 80, donc vous êtes les précurseurs, donc vous êtes les pionniers, etc. Et donc, et on c'est nous a des rappelé, phrases qui se passent voilà, dans les médias, exactement, et ça fait une bonne intro. Exactement. Moi, j'étais contente de mon intro. Non, mais elle était parfaite. Maintenant, vous êtes un artiste reconnu, admiré. Est-ce que ça vous manque, l'interdit ? Ce que vous avez ressenti en 82 à Tours vers 2h du matin à l'époque, je citais John Paul Lepers, je parlais du délice du délit, mais je continue à faire des choses sans autorisation. Mais pour moi, faire des choses comme vous dites, c'est pas le mot interdit. Et le délit, je dis ça à l'époque, mais vraiment, ça a duré 6 mois cette histoire. Aujourd'hui, souvent, on parle de légal ou de vandale. Je n'ai jamais été vandale.
Je n'ai jamais fait de l'interdit pour l'interdit, pour le délit, certainement pas. Et je laisser déteste, une trace et pour laisser une trace. Je déteste le terme de légal, parce que l'art légal, ça veut dire l'art officiel, c'est pas bien non plus. Donc pour moi, il y a aucun. Je peins sur des toiles, je fais des expos dans des galeries, je participe à des expos dans des musées, mais je peins aussi dans l'espace public. Et ça n'a pas à être ni illégal, ni illégal, ni autorisé, ni interdit. Parfois on demande la permission, parfois on la demande pas parce que ça prend trop de temps, que c'est compliqué. Il se trouve que des gens ont décidé que on pouvait être poursuivi pour ce genre de choses, alors que on fait pas forcément du mal. C'est-à-dire travailler dans l'espace public, ça peut être travailler avec beaucoup de respect pour le patrimoine, pour les gens et pour l'espace public en question, qui est notre espace. D'autres, en revanche, effectivement, commettent des dégradations. Donc, on met tout le monde dans le même sac et on a le droit à des contrôles, des procès, etc. C'est un peu à deux vitesses, parce que pendant qu'on nous appelle, moi ou d'autres, pour faire des choses officielles, d'autres sur les mêmes, exactement sur les mêmes supports, faisant exactement les mêmes choses, on les met en taule. Donc ça, moi, je m'insurge contre cette différence, absolument. La notoriété ne devrait pas tout autoriser. Le tour de la question sur RCF Nord de France, Claire Pila. Il est temps d'ouvrir notre boîte à questions. Je vous rappelle le principe de l'émission. J'ai disposé devant vous une série de questions très indiscrètes que vous allez piocher et c'est vous qui lisez la question. Vous avez le droit quand même à un joker. Bon, alors je prends la première. Y a-t-il un enseignant qui vous a marqué au cours de votre scolarité ? Alors, du petit Nantais, qui rêvait d'ailleurs. Oui, alors je vais citer, c'est marrant parce que je n'ai jamais, je me souviens de son nom, ce qui est d'ailleurs fou parce que je n'ai jamais prononcé ce nom depuis, on m'a jamais posé cette question. Je citerai une dame qui, je ne sais pas si elle est encore de ce monde, qui s'appelle Madame Buisson. Pourquoi ? Parce que c'était pas pour elle spécialement, je me souviens même pas ni de son visage, ni de sa personnalité, juste parce que c'était la prof d'anglais au collège, et que j'attendais d'entrer en 6e avec grande impatience, juste pour pouvoir faire enfin de l'anglais. Il y a que ça qui m'a intéressé de toute façon à peu près au cours de ma scolarité. Pourquoi ? Parce que le jeune adolescent que j'étais, donc j'ai dû rentrer en 6e en 68, ou je suis né en 57, donc ça devait être à peu près ça en 68, peut-être 69, je sais pas. Déjà attiré par la culture anglo-saxonne, depuis le rock. depuis que j'étais tout petit, j'appelais pas ça le rock, c'était juste ce qui venait, c'était la marche, c'était le rêve, l'interdit, c'était les cheveux longs, c'était le mouvement hippie à ce moment-là. Oui, c'était plus vaste que ça, c'était plutôt les beatniks avant d'ailleurs. Mouvement hippie, c'était juste à ce moment-là, mais je mettais pas ces mots-là derrière tout ça. C'était une sorte de liberté, beaucoup plus global. C'était évidemment à l'époque on parlait plutôt de pop s'il fallait un terme. On parlait de pop music, mais c'était le folk, le rock, la liberté. C'était l'anti-establishment. C'était tout ce qui était aux antipodes de l'école, des parents, des adultes, de la province, ce qui était tout petit et triqué, de ce qu'il fallait faire, de ce qui était comme il faut. Et donc l'anglais, ça vous a ouvert. L'anglais c'était le vecteur de toutes mes passions, de mes rêves, quoi. Donc voilà, l'anglais. J'avais hâte de faire de l'anglais. C'était la porte ouverte vers des rêves, quoi. Je vous laisse piocher une autre question. Une autre question. Ah oui, parce que je t'ai remise. Non, alors on va pas ça, je mets de côté. Faut pas que je la remette dedans. Votre première fois. Point de suspension. Votre première fois. Bon, la première fois que vous avez envie de partager avec nous. Bon, la première fois, on va prendre celle-ci. La première fois que j'ai vidé une bombe aérosol en automne 82 sur les murs du vieux Tours, de la ville de Tours, où j'étais pendant un an, ouais. C'est là, vous avez eu votre premier poste de prof. Ouais, voilà. Enfin, c'était pas un poste de prof, j'étais stagiaire, en fait. Une ville où personne vous connaissait, où vous vous êtes autorisé à cela. Voilà. Contrairement à Nantes, où vous étiez un peu plus connu. Exactement. Et donc, cette première fois a été marquante, puisque je suis devenu addict. Et après, s'est enchaîné votre inspiration. Il y a eu un premier choc
un logo antinucléaire peint à la bombe sur un mur. Ouais. Et un deuxième, un graffiti artiste new-yorkais peint sur une toile, comme toile de fond du concert des Clash en 1981. Ouais, et il y a eu Clash tout à l'heure, vous avez évoqué le mouvement punk en parlant des années 80, c'était avant, c'était 76, 77. D'ailleurs, le mouvement punk n'a existé à peu près, enfin, il est mort de sa belle mort en 78, laissant-lui au moins 3 ans d'existence. C'est un peu comme le mouvement hippie, on parle toujours du mouvement hippie, ça a duré quelques mois, mais il faut du temps avant que les choses qui existent réellement redescendent, je dirais, dans la rue, et qu'on en parle, de même que les looks. La plupart des gens qui étaient là au concert des Clash ou des Pistols ou des Ramones à l'époque avaient des pattes def, des Clarks et les cheveux longs. Et puis il a fallu un peu de temps. Et voilà. Bref, donc en fait, le groupe Clash déjà arborait des cuirs et des chemises avec des pochoirs. Ou des drippings à la Pollux. Donc déjà, évidemment, ils m'ont inspiré. L'imagerie, l'iconographie des pochettes de 45 tours et d'albums de cette époque. Ça, vous avez eu ou vous avez encore une grande collection de pochettes de disques? Je dois avoir 7000 vinyles, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours ceux de l'époque, quoi, bien sûr. Et donc, autant j'ai été influencé par l'ère psychédélique et les pochettes de disques et les affiches psychédéliques californiennes, à la Rick Griffin, etc., que ce qui a tranché après avec ça, c'est toute l'imagerie punk. Les pochettes des Pistols, par exemple, tout ce que Bazooka a pu faire, tout le collectif français Bazooka, et puis ces photos noir-blanc, le côté photocopié, le do-it-yourself, les fanzines, les tout ça, c'est la graph-zines. base de votre inspiration. Tout ça, c'est la base de mon inspiration. Après, vous avez fait des copies, des collages. Le copy art, les xérographies, les collages. Vous avez eu un premier boulot de surveillant de nuit où vous avez vous savez tout. abusé clandestinement de la photocopieuse. Exactement, mais c'était le côté utiliser des machines qui n'avaient pas du tout pour but de faire de l'art, elle est détournée, en fait, le détournement. Et puis ce côté, le punk, c'était ça, c'est on décide d'une rupture totale avec ces groupes un petit peu mégalos qui avaient un matériel pas possible, qui savaient très très bien jouer, les Yes, les Genesis, même le Pink Floyd de l'époque, pour revenir à des choses basiques, sur des instruments basiques, avec 3 accords basiques, un look basique, et en disant ça, je ne cite pas Orelsan parce que je suis pas du tout fan d'Orelsan, mais donc des choses simples, quoi. Et donc rentre dedans. Et cette chose-là est apparue aussi dans les images et dans l'art. C'est-à-dire qu'au lieu de rester devant une toile vierge à l'atelier avec des jolis pinceaux et des tubes d'huile pendant des semaines voire des mois, eh ben on y va, on découpe un pochoir, on prend une bombe et puis on va dans la rue, quoi. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? La vie, les gens, tout ce que je vois autour de moi. Mais je suis encore très inspiré par tout ce qui m'a fabriqué dans ces années-là que nous sommes en train d'évoquer. Je pense qu'on se fait vraiment entre 15 et 25 ans ou entre 10 et 20 ans, c'est vraiment là que tous décident le socle culturel sur lequel ensuite des grands artistes. Voilà. Après, on vient étoffer tout ce qu'on a vécu dans l'enfance. On vient étoffer tout ça. On vient là, parfois enlever des choses, en ôter, en ajouter, mais on se fabrique dans cette période-là. Donc moi, tout ce qui s'est fait dans les années 50, 60, 70 m'ont marqué à vie, et encore aujourd'hui. Mais il y a des tas de choses, les événements d'aujourd'hui, les gens que je croise, ce que font les autres artistes, mes lectures, les films. Donc pour vous, c'est encore une époque qui inspire et qui se renouvelle. Toute époque inspire. Ce qui inspire, c'est pas l'époque, c'est comment dire. Ce qui inspire un artiste, c'est lui-même, c'est son rapport au monde. C'est pas le monde finalement. C'est son rapport au monde qui est particulière, qui est pas peut-être exactement la même que le même que le rapport que d'autres peuvent avoir à l'actualité. J'ai remarqué que beaucoup de gens fonctionnent en ajoutant un dossier à la pile et donc en occultant ce qui est en dessous. Or moi je vais tout le temps chercher ce qui est au milieu ou en dessous de la pile. Une nouvelle strate n'efface pas les précédentes. Et c'est pour ça mes parents, par exemple, sont toujours très surpris de la mémoire que j'ai d'événements ou d'objets, voire même des vêtements que je portais quand j'avais 8 ou 10 ans, dont je me souviens parfaitement.
parce La mémoire. il comptait énormément pour moi. Ça voulait dire beaucoup. Comme pour chaque invité du Tour de la question, je vous avais demandé de choisir la pause musicale et vous allez nous faire découvrir un morceau de votre groupe, Open World. Open Road, c'est plus qu'un groupe, ou plutôt moins qu'un groupe, c'est un duo. Un duo. C'est François Borne et moi-même. J'aurais pu choisir une de mes compositions, parce que aussi bien lui que moi composons. On a existé, on a fait 2 albums, des singles, etc. Et on a tourné un peu entre 94 et l'an 2000. On s'est arrêté, on s'est pas vu ou presque pendant 17 ans. Et puis on a remis ça il y a maintenant 1 ou 2 ans. Et la chanson que je propose, c'est Sweet Angel, qui est une composition de François et non pas de moi, et qui est une des très belles chansons d'Open Road. Voilà. On écoute tout de suite Sweet Angel d'Open Road. With her green crystal eyes, she's watching me crying. Gives me a smile and starts singing. Strange kind of feeling, unbearable and pure. That gives me the ease and lets me see further. I whisper your name, sweet angel. Yes, I call you from the heights of my faith, but I will never touch you, 'cause you're the purest soul I've ever known. Sometimes I wonder what would happen Star sister shine, if the moon lost her sheen, and if one day I couldn't see you anymore, well, I'd rather be blind right now or never. I whisper your name, sweet angel. Yes, I call you from the heights of my faith, but I will never touch you, 'cause you're the purest soul I've ever known. Winter is ending and we're walking together, and the path and roads that lead nowhere. The fresh dry air colors your cheeks, a smile on your face, that's all I want to recall. I whisper your name, sweet angel. Yes, I call you from the heights of my faith, but I will never touch you, 'cause you're the purest soul I've ever known, 'cause you're the purest soul I've ever known, 'cause you're the purest soul I've ever known.
Et c'était Sweet Angel d'Open Road, votre groupe de musique, le groupe de musique de Jeff Aerosol, l'invité du Tour de la question aujourd'hui, artiste pochoiriste que l'on dit pionnier du street art. Moi, je trouve que ça fait bien, je le redis encore. Des images tout en noir et gris de Jeff Aerosol, accompagnées de l'incontournable flèche rouge, votre signature. Vous les avez déjà vus, c'est sûr. L'une de ses œuvres emblématiques, c'est le Sitting Kid, le jeune garçon solitaire et pensif que l'on retrouve de la Grande Muraille de Chine à Ushuaïa, de Londres à New York. Une autre œuvre que j'aime beaucoup, c'est le Chute, votre plus grande œuvre pochoir. Est-ce que c'est toujours la plus grande œuvre pochoir à ce jour? Oui, je me souviens. 350 mètres carrés que vous avez réalisé place Igor Stravinsky à Paris et qui invite les passants à mieux regarder Paris. Oui, alors la taille, vous savez, c'est souvent, on me dit, alors, combien de bombes, combien de mètres carrés, combien de temps, etc. Ouais. Size doesn't matter. Et quelles sont vos envies aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Mon envie, c'est juste de rester vivant. Ça a l'air bête, hein, mais et si possible en bonne santé, pour pouvoir continuer à pratiquer les passions qui m'animent. Votre problème aujourd'hui, c'est de dormir, en fait. Parce que vous avez une actualité, moi je sais pas par où commencer. Oui, mais ça l'est moins. Dormir est beaucoup moins un problème aujourd'hui que ça ne l'était quand j'avais encore plus de casquettes. C'est-à-dire que j'étais à la fois enseignant, père d'enfants plus jeunes, donc encore à la maison, musicien et peintre. Aujourd'hui, les enfants sont plus grands. Je ne suis plus enseignant. J'ai donné ma démission il y a pas mal de temps maintenant à l'Éducation nationale, et donc je suis totalement indépendant, libre de m'organiser et donc de dormir de temps en temps. Et de vivre de votre art, voilà. Notamment dans la région. Alors, une exposition inédite à Marquette. Vous venez de réaliser une fresque monumentale, Sueños, dans le cadre d'Eldorado. Vous allez avoir une exposition collective à Bruxelles. Vous serez aussi à Solidar, au Palais Rameau, à partir du 14-15 juin, dans le cadre d'une association qui permet aux enfants de partir en vacances. Le 14 juin, normalement, vous y ferez une performance musicale. Vous serez cet été à Dax, Aix-en-Provence, Saint-Tropez, une exposition hors les murs, Paris, au château d'Ardelot. En septembre, une fresque à Oisem qui a été commandée par Martine Aubry, dont l'inauguration se déroulera le 22 septembre. Bref, que d'actualité. Oui, tant que j'ai la santé, qu'on me sollicite et que j'ai toujours l'envie, la passion, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Alors, et tout est expliqué sur votre site et puis sur les réseaux sociaux. Exactement. Je vous avais demandé de nous ramener un objet, Jeff Aerosol. Qu'est-ce que vous avez choisi? Écoutez, j'ai choisi un disque. Parce que un disque, un de mes vieux vinyles, ça permet de parler de l'image et du son, mes deux passions. Donc on va ouvrir cet album qui s'ouvre comme beaucoup d'albums à l'époque, et on va le regarder verticalement, et là on a une photo un peu floue de Robert Zimmerman, que l'on connaît mieux sous le nom de Bob Dylan. Cet album, c'est Blonde on Blonde. Et c'est un des albums fondateurs. C'est un des albums, peut-être pas l'album, mais un des albums qui ont marqué ce virage du protest song et du folk de Dylan à son côté plus rock'n'roll, en tout cas son côté rockstar, côté électrifié. Un personnage qui m'a marqué depuis ma prime enfance, avant même de comprendre ce qu'il racontait. J'aimais le son de sa voix parce que les parents, les gens ne l'aimaient pas, parce que c'était nasillard. Comment tu peux écouter un mec qui parle du nez comme ça, hein, il sait pas chanter, parce qu'aussi il avait cette espèce de tignasse, cette tronche, les lunettes noires, les boots, la veste, voilà, comme je... Toujours cette attirance, un peu pour ce qui est rejeté par la société, oui, par les bien-pensants. C'est pas forcément parce que c'est rejeté, mais c'est aussi parce que c'est l'affirmation de quelque chose qui est assumé. C'est-à-dire que j'ai adoré, alors ça j'ai découvert plus tard le film Don't Look Back, mais j'ai adoré comment Dylan a géré justement ce passage au statut de rockstar, et puis c'est un dandy, c'est le trait d'union entre la Beat Generation et ce qui a suivi.
J'aime sa morgue, j'aime voilà, je rêvais d'avoir les cheveux de Dylan, la voix de Dylan, la veste en cuir de Dylan, les boots de Dylan et les dark shades, les lunettes noires de Dylan. Vous les avez, les lunettes noires? Oui. Et la photo, je dois vous couper, sinon vous n'arriverez pas à nous la décrire. Ben, la photo, c'est Dylan. C'est Dylan, ça rejoint l'objet et la photo. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est une photo qui est un peu floue. Donc là aussi, c'est contre ce qu'on attend. En principe, sur une pochette de disque, il faut que ce soit bien clean, bien net. Jeff Aérosol, un grand merci d'avoir joué le jeu dans le tour de la question. C'était un grand plaisir de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt sur RCF Nord de France. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Au revoir.